face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leur vulnérabilité en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations, et les rencontres qui, un jour, se sont transformées en opportunités. Je suis Philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Je suis Carole. Pour ce nouvel épisode, je prends le micro du podcast Chance pour cette conversation avec Marie-Christine Levet, une amie de longue date. À plein d'égards, le parcours de Marie-Christine marque et inspire. Son courage lui a permis d'accéder à des fonctions auxquelles elle n'était pas destinée. Sa famille rêvait qu'elle soit pharmacienne, car c'est un métier pour une femme, lui disait-on. Elle a été dirigeante d'entreprise, pionnière dans la tech, décorée de la Légion d'honneur pour son travail sur l'éducation et entrepreneur. Mère de 2 enfants, Marie-Christine a su gérer de front sa vie de mère et sa carrière professionnelle. Elle nous raconte ses doutes, ses choix et partage ses conseils avec nous. Marie-Christine, bonjour. Bonjour Carole. Merci de nous accorder ce moment. On aimerait d'abord connaître qui tu es et en savoir un petit peu plus où tu avais grandi. Alors j'ai grandi à Élisabethville. Élisabethville, c'est une petite ville dans la banlieue parisienne entre les Mureaux et Mantes-la-Jolie. J'étais fille unique d'un couple de commerçants. Mes parents travaillaient ensemble dans la négoce de textile et je suis allée au lycée qui était le plus proche de chez moi, c'est-à-dire le lycée des Mureaux. Les Mureaux, c'est la 2e ville criminelle de France. Le lycée des Mureaux, il était entouré de bars d'HLM. Déjà à l'époque, c'était un quartier assez chaud. Et j'étais bonne élève. J'adorais l'école, j'adorais apprendre. Et finalement, c'est une prof qui dictait finalement ma voie, puisque je me rappelle, mon père voulait que je sois pharmacienne. Il trouvait que c'était un bon métier pour une femme, voilà, parce qu'on pouvait à la fois élever ses enfants et puis avoir sa petite boutique. Et il y a une prof qui m'a parlé de la prépa HEC. Je savais même pas ce que c'était la prépa. Voilà, HEC, j'imagine. HEC, voilà. Et quand je vois la différence avec des enfants nés à Paris, etc., c'est le jour et la nuit en termes de connaissances de ces milieux. Et donc c'est une prof de maths qui m'a dit mais vous devriez faire un HEC et qui m'a fait mon dossier pour que j'aille en prépa. Et voilà, c'est comme ça finalement que j'ai fait HEC. Là, j'ai découvert un monde que je connaissais absolument pas, un monde dans lequel j'avais pas du tout les codes. Et je me rappelle des concours d'HEC. Bon, à l'époque, maintenant c'est plus ça, mais à l'époque, les femmes dans le boulot, elles étaient en tailleur. Et je suis arrivée au concours d'HEC en petit pantalon et en polo, voilà, comme je m'habillais d'habitude. Et toutes les filles étaient en tailleur. Première fois que je voyais des filles en tailleur. Et là, je me suis dit, j'ai pas les codes, mais bon, ça m'a pas empêché quand même de réussir les examens. Et comment tu as vécu ta période en prépa ? Alors la prépa, c'est dur, hein, c'est une année de bagne, mais bon, moi c'était à la limite, j'aimais bien les matières, j'étais assez littéraire, j'adorais lire, donc j'adorais la philo, l'histoire géo, voilà, donc j'ai bossé pendant un an et j'avais eu mon bac à 17 ans et donc je suis arrivée à HEC à 18 ans, j'avais jamais travaillé, je connaissais absolument pas le monde de l'entreprise et c'est là que c'est vrai l'enseignement dans ces écoles qui est très théorique, je me suis dit mais c'est ça le business et je trouvais ça absolument pas intéressant et donc voilà, j'ai passé 3 années agréables à me faire des amis mais j'ai pas appris grand chose au niveau business, je l'ai appris après sur le tard et puis après je suis allée faire l'INSEAD où là j'avais travaillé et je voyais ce qu'était le monde de l'entreprise. Dans la tech, tu as fait figure une des rares femmes dirigeantes et à un moment où il y avait peu de femmes dans la tech. Est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu as pu rencontrer ?
C'est amusant parce que je pense que j'ai pas eu tellement de difficultés en tant que femme dans la tech, et au contraire, la tech m'a donné toutes mes chances. Parce que avant la tech, donc après HEC, j'ai fait finalement les parcours classiques, là, le parcours la voie royale. Je suis allée faire du conseil en organisation, et ensuite j'ai travaillé dans des grands groupes américains. Et c'est plutôt là que finalement je trouve que le fait d'être une femme était compliqué, parce que je pense que j'aurais vite atteint le plafond de verre, parce que je trouvais que c'était une ambiance un peu machiste, les réunions qui se font le soir, les discussions autour de, je me rappelle, moi j'ai fait de la grande conso, dans la grande conso, il y avait des discussions autour des nouveaux modèles de voitures, où les femmes finalement étaient assez exclues, et je me voyais pas du tout faire carrière dans ces parcours classiques de grosses boîtes. Je me suis ennuyée. Alors à l'époque, il y avait pas chance, donc c'était pas fait pour moi. Et en France, on met vite les gens dans des cases. On m'a mis dans des fonctions de planning stratégique, assez financière, où finalement je faisais du tableau Excel, et je m'ennuyais, et j'avais envie de créer des choses, de lancer des projets. Et à l'époque, je travaillais chez Pepsi, et les chasseurs de tête m'appelaient pour me proposer des jobs chez Coca. Donc c'est typiquement notre grand problème en France. Bien sûr. C'est par des rencontres. Là, une rencontre d'un ami qui rentrait des États-Unis et qui m'a dit, mais il y a quelque chose de super qui s'appelle l'Internet. Et moi, j'adorais lire, j'adorais l'information, je rêvais de travailler dans un groupe média, et j'ai découvert l'Internet vraiment en ayant une connexion, c'était en 96, en ayant une connexion bas débit. Je me rappelle une connexion Club Internet qui faisait bzzz, on avait peu de connexion, et j'ai commencé à voir, sur Yahoo, il y avait Yahoo à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Tout début. Il y avait Yahoo, et j'ai vu que Lycos voulait arriver en Europe et faisait une joint venture avec Bertelsmann. Et je me suis dit, mais c'est le dream job. Et j'avais rencontré Bertelsmann, qui était une société qui faisait assez confiance à des gens jeunes. Et je les ai contactés, et à limite, je pense que j'étais peut-être la seule à les contacter, et à leur dire, moi j'ai envie de lancer Lycos en France. Alors maintenant, c'est vrai que c'était en 97, moi j'avais 30 ans. Alors c'est vrai que maintenant, il y a plein de jeunes femmes qui lancent leur boîte à 30 ans. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était pas du tout le cas. Il y en avait très très peu. Et c'est comme ça que j'ai eu ma chance, en osant aller dans un secteur finalement très nouveau, en osant casser les codes établis et un peu découvrir des nouvelles frontières. Et je trouve que et finalement, c'est pour ça que je dis que la tech m'a finalement donné toutes mes chances. Et c'était un milieu, je trouve, où finalement les gens qui étaient à ce début, c'était des gens passionnés. Donc beaucoup de gens, soit des journalistes, soit des geeks, mais des gens passionnés par ce qu'ils faisaient. Et le fait d'être un homme et une femme n'était pas une grande différence. Tu as évolué dans plusieurs entreprises qui ont été soit pionnières, soit référentes dans le secteur de la tech, jusqu'à créer ta propre boîte, et donc EduCapital, que tu as créé. Et justement, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous expliques ce que c'est un fonds d'investissement et pourquoi l'éducation. Tu as choisi en particulier l'éducation. Alors, donc c'est tout un cheminement. Je pense que la vie est faite de cheminement et de rencontres. Donc, j'ai eu ce parcours entrepreneurial, intrapreneurial aussi, parce que des fois, je créais des choses à l'intérieur de grands groupes, puisque j'avais donc créé Lycos en France, le moteur de recherche. Ensuite, j'ai repris Club Internet, qui était le fournisseur d'accès à Internet. Je suis restée 8 ans, où j'ai connu vraiment la start-up, Lycos, de 0 à une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai connu vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la scale-up. Club Internet, je l'ai pris, ça la scale-up et donc l'accélération. 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, et j'ai quitté, ça en faisait 400 millions. Donc vraiment, la société qui grandit très vite. Après, j'ai connu de la restructuration dans un groupe média. Et après une séance de restructuration forte, où j'avais repris un groupe média de presse informatique, où le business model était très compliqué. Je voulais revenir à mes premiers amours de jeune société. Et c'est comme ça que j'ai découvert le capital risque, en rencontrant Marc Simoncini, qui à l'époque venait d'annoncer la création de Jaina Capital. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert ce métier de l'investissement, et que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que après finalement toute une période où j'avais fait
Voilà, j'avais pendant 10 ans, j'avais vraiment fait de la direction opérationnelle de société. Tu vois, je trouvais que le fait de transmettre à des jeunes sociétés, c'était super, très beau métier. Un fonds d'investissement, c'est un véhicule d'investissement. Donc le fonds d'investissement va lever de l'argent auprès d'investisseurs pour investir à son tour dans des jeunes sociétés. Et donc le fonds prend des participations en général minoritaires dans des jeunes sociétés et les aide à se développer. Donc le rôle d'un dirigeant d'un fonds d'investissement, c'est finalement de rencontrer plein de jeunes entreprises. Nous, on reçoit plus de 1500 dossiers par an et on en fait 5. Donc, on doit souvent dire non. Et les 5 qu'on choisit, après, il faut les accompagner dans leur croissance, leur recrutement, leurs problématiques, marketing. Voilà, tout être vraiment un sparring partner de l'entrepreneur. C'est comme ça, moi, que je conçois vraiment le rôle du fonds. Et alors, pourquoi j'ai créé mon fonds? C'est j'ai découvert ce métier qui était formidable et j'ai eu envie de le faire pour moi. C'est vraiment la volonté de travailler pour soi, d'être indépendant, d'avoir la liberté de faire ce qu'on a envie. Et donc j'ai choisi l'éducation parce que finalement je voyais tous les jours des jeunes startups venir disrupter des secteurs entiers. C'est le matin c'était la banque, l'après-midi c'était le voyage, le lendemain c'était les meubles, la vente de fringues sur internet. Et puis finalement je rentrais le soir chez moi et j'avais 2 enfants à l'époque et j'écrivais sur le petit cahier de correspondance de mon fils que l'un allait être absent le lendemain, il devait sortir à 4 heures et la maîtresse collait le même petit bout de papier sur 30 cahiers et je me suis dit mais c'est pas possible que ce secteur de l'éducation finalement il n'utilise pas l'innovation et l'internet, ce que l'on fait dans notre vie quotidienne pour acheter des billets d'avion, réserver ses vacances, reconsulter ses comptes en banque. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce secteur d'éducation et c'était aussi peut-être un mid-career crisis, l'envie de faire du sens, d'avoir à mon petit niveau un impact sur la société parce que moi l'école de la République elle m'avait donné toutes mes chances. Vraiment je serais pas arrivé là si j'avais pas croisé des professeurs dans ma vie et puis eu la chance d'avoir cette éducation, la méritocratie à la républicaine. Et je trouvais que c'était le fondement d'une société et j'avais envie de contribuer au fait que l'école puisse profiter de tout ce que la technologie peut apporter. Quel sujet te touche particulièrement dans le sujet d'éducation? Alors, il y a 2 sujets qui me touchent particulièrement. Le premier, c'est le décrochage scolaire. Je pense qu'on a vraiment un sujet en France ou dans beaucoup de pays européens où on a 80 000 enfants qui décrochent chaque année du système scolaire. Et c'est donc des enfants qui deviendront demain des adultes qui rentrent dans la vie avec beaucoup de difficultés et qui vont souvent cumuler beaucoup de périodes d'incertitude, de chômage. Donc ça c'est et là-dessus la technologie peut vraiment apporter un plus, puisque parallèlement à ça, on a aussi un système éducatif très inégalitaire, une école de plus en plus à 2 vitesses, un pays dans lequel le soutien scolaire, donc c'est le marché des petits cours particuliers, est l'un des pays les plus importants d'Europe. Donc ça veut dire et on est le pays le plus inégalitaire de l'OCDE en termes d'éducation. Ça veut dire que malgré le fait qu'on ait une éducation gratuite, le milieu social dans lequel on vient détermine beaucoup les futures études et donc la place que l'on aura dans la société. Et aujourd'hui, je dis pas que la tech peut tout faire, mais la tech peut apporter vraiment des solutions. Il y a un sujet qui est vraiment clé, qui est l'adaptive learning. C'est le fait de donner à chaque enfant des parcours personnalisés. Et c'est vraiment ce que fait le prof particulier quand il a 2 enfants dans sa classe. Il leur donne à chacun dans son petit cours des parcours d'exercices pour chacun, et il les aide en fonction de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils n'ont pas compris, puisque on a appris avec les neurosciences que chacun finalement apprend et retient de manière différente. Et il peut y avoir des différences de niveau de jusqu'à 3 ans entre 2 élèves d'une même classe. Et grâce à la technologie, on peut aujourd'hui, grâce aux data et à l'IA, on peut aujourd'hui faire des
parcours personnalisés qui permettent donc à chaque enfant d'apprendre à son rythme. Et ça, je trouve que c'est super. Ça peut vraiment lutter contre le décrochage. Ça, c'est le premier sujet qui me touche particulièrement. Et le deuxième sujet, c'est l'apprentissage tout au long de sa vie. Et c'est le fait de dire qu'on peut avoir des deuxièmes chances. Et donc là, voilà, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Mais c'est vrai que le diplôme à vie que l'on a peut-être connu à une certaine époque, c'est fini, quoi. On peut maintenant, grâce à des formations en ligne, se reformer, se donner une nouvelle chance et recréer quelque chose dans sa vie. Et cette formation tout au long de la vie, elle est vraiment aidée par les outils digitaux, par toutes les formations en ligne que l'on peut prendre tout en ayant un job, par exemple, ou en ayant des activités de mère de famille. Voilà, et on peut vraiment se reformer et recréer, repartir d'une page blanche. Tu parlais tout à l'heure de ta midlife crisis, la crise de 40 ans, en gros. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui font Parcours Chance pour démarrer, ouvrir une nouvelle page, et notamment sur l'entrepreneuriat. Et on entend beaucoup parler des salariés qui soit en démission mentale, c'est-à-dire leur cœur et leur corps est au bureau mais leur cœur n'y est pas, ou des gens qui démissionnent, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui envisagent d'être leur propre patron, comme tu as voulu faire toi. Est-ce que tu peux nous parler de cette différence, des doutes que tu as pu avoir quand tu as quitté le salariat pour être entrepreneur? Alors, je pense que l'entrepreneuriat, ça offre plein d'avantages. Avant tout, c'est la liberté. Je pense que c'est vraiment la liberté de finalement de choisir sa vie, de choisir ses directions, ne plus avoir de boss. C'est quand même souvent le premier moteur. C'est de se dire voilà, je vais être indépendant, je vais choisir ce que je veux faire. Donc, c'est une énorme liberté. C'est très positif. Après, c'est aussi l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde non plus, parce que c'est aussi un parcours difficile. L'entrepreneuriat. Nous, quand moi j'ai décidé de lancer du capital pour convaincre des gens d'investir dans l'éducation innovante. Voilà, ça nous a pris avec mon associé plus de 2 ans. Il fallait convaincre. Les gens disaient mais non, l'éducation c'est gratuit, c'est l'école publique. Voilà, donc il faut beaucoup de persévérance. Je pense que la résilience et la persévérance, c'est souvent vraiment les traits des entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, parce que la vie n'est pas un fleuve tranquille. La vie d'entrepreneur, il y a toujours des hauts, des bas. Voilà, donc les bas, c'est aussi des moments d'angoisse. Ça peut, c'est dur l'entrepreneuriat. C'est pas, c'est pas ce qu'on voit dans les journaux. On cite que ceux qui ont réussi. C'est une grande liberté. De s'organiser comme on veut, de recruter les gens avec qui on a envie de travailler. C'est une énorme chance. De concevoir son projet, de le développer. Après, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de résilience, c'est des hauts, des bas, c'est de la persévérance. Voilà, donc c'est une super aventure, mais qui est pas faite pour tout le monde. Après, c'est vrai que en France, on est un pays formidable là-dessus, où il y a énormément d'aide pour créer son entreprise. C'est vrai que quand on est jeune et que on n'a rien à perdre. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est fait aussi de succès et d'échecs. Il faut savoir accepter des échecs, mais on apprend toujours de ces échecs en tout cas. Tu parles de résilience, de beaucoup travailler, d'accepter ces échecs. Quel conseil tu donnerais à ces femmes qui nous écoutent et qui veulent créer soit une petite entreprise, soit peut-être quelque chose de plus ambitieux? Alors je leur dirais d'oser, parce que je trouve que on parle beaucoup des femmes et des investisseurs, de fait que les fonds d'investissement financent pas assez de start-up portées par des femmes. Et c'est vrai, c'est un énorme sujet. Alors nous, on est 2 associés femmes chez EduCapital et on a près de 40% de nos start-up qui sont fondées ou cofondées par des femmes. Et ce qui est vraiment une anomalie. La plupart de ton métier, par définition, est très masculin. Plutôt moins de 10%. Donc je pense que déjà quand on a des femmes qui choisissent les projets, elles ont peut-être moins de biais ou des biais différents. Mais ensuite, malgré cela, notre gros problème, c'est qu'on n'a pas assez de femmes qui portent des projets. On n'a pas assez de femmes qui portent des projets, donc c'est pour ça que je pense que l'école est clé. On n'a pas assez de femmes entrepreneurs et surtout de femmes qui osent. Et c'est vrai que souvent, pour 2 projets peut-être très similaires, un homme va arriver et va dire voilà, mon projet va être très ambitieux, va dire demain je vais faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, même si on sait que l'année d'après il ne fera que 2, et je veux lever 10 millions d'euros. Et la femme, finalement, pour le même projet, va dire mais je vais y aller par étapes, je vais déjà commencer à faire 2 millions d'euros de chiffre
d'affaires et in fine, à la fin, les deux auront fait 2 millions de chiffre d'affaires, mais elle leur a présenté les choses de manière beaucoup plus humble. Hein, et c'est comme finalement quand on est manager d'équipe, on reçoit un homme en entretien de fin d'année, il demande une augmentation et à la fin il va dire mais j'ai pas tout à fait fini ce que je devais faire cette année. Voilà. Donc voilà, je pense que vraiment les femmes doivent prendre conscience en elles, doivent plus oser. Et ça, c'est un énorme sujet qui va se résoudre, je pense, depuis l'école. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de femmes en rôle modèle. Moi, j'ai pas eu de femmes en rôle modèle. Il y en avait vraiment pas. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup plus de femmes rôle modèle qui témoignent, qui disent que l'entrepreneuriat, c'est fait aussi pour les femmes. Dans la tech, les filles se désintéressent de plus en plus des matières scientifiques et c'est compliqué parce que la tech, quand même, le digital, c'est quand même de l'informatique au départ. Et donc, il faut aussi expliquer aux filles que les filles peuvent réussir dans des carrières scientifiques. Et ça, je pense que l'école est clé. Hein. Là, c'est assez dramatique avec la réforme du bac. On voit qu'il y a plein de jeunes femmes qui, finalement, abandonnent les maths dès la première et donc qui vont elles-mêmes se priver de plein de métiers dans le digital. Et je pense, voilà, il y a un énorme rôle dans l'éducation, le mentoring, leur dire que c'est possible, qu'elles peuvent y aller, que tout leur est permis. Elles se mettent, les femmes, des limites elles-mêmes. Ça n'a pas compté pour toi que tu sois une femme ou un homme pour tous les choix de carrière que tu as pu faire. Finalement, ça t'a porté. Ça m'a porté, vraiment dans la tech, ça m'a porté parce qu'à la limite j'étais l'une des rares femmes et voilà, et c'était presque à la limite différent. Dans l'investissement, c'est quand même des milieux encore très classiques. C'est beaucoup de la cooptation, de l'entre-soi. Donc voilà, nous on faisait office d'équipes différentes, mais ce qui a aussi attiré beaucoup de privés, beaucoup de familles, beaucoup de gens qui disaient tiens voilà, en investisseur, qui disaient voilà tiens une équipe qui a envie de changer les choses dans un secteur nouveau porté par deux femmes. Je voulais te poser des questions sur ce fameux équilibre vie pro, vie perso, dont on parle beaucoup et qui préoccupe certains de nos auditeurs. Pendant de nombreuses années, tu élevais tes 2 garçons seuls et tu gérais en parallèle une carrière en accélération complète dans des boîtes tech et tu as créé ta propre boîte. Est-ce que tu as vu la question d'équilibre vie pro comme un sujet ? Est-ce que tu as été confrontée à ce sujet comme un problème ? Je pense que les femmes qui disent que c'est un non-problème, c'est pas vrai. Voilà, ou alors elles ont 10 nounous à la maison, etc. Mais voilà, c'est pas facile. Je pense qu'il faut savoir que c'est pas facile. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de culpabilité. Et donc le plus dur, c'est de se détacher de la culpabilité et de se dire je fais au mieux. Je fais ce que je peux et je fais au mieux. Oui, je suis peut-être pas là à 4h30 le soir pour aller chercher les enfants. Oui, je suis pas là peut-être pour les amener à telle ou telle activité, mais j'essaye de leur donner d'autres choses en échange et je fais ce que je peux. Et c'est vrai que je pense que chez les femmes, le plus compliqué, c'est la charge mentale. La femme a énormément de charge mentale. Et est-ce que j'ai bien appelé le médecin? Est-ce que j'ai été faire la visite au pédiatre? Est-ce que j'ai rempli le papier qu'il fallait pour l'école? Est-ce que j'ai bien organisé les vacances? C'est cette charge mentale qui crée finalement du stress et de l'anxiété. Et je pense qu'il faut arriver à se dire, je fais au mieux et je fais ce que je peux et je me décharge de la culpabilité de peut-être pas être la mère parfaite qui fera le gâteau fait maison quand les enfants rentreront à 4 heures. Est-ce que tu as connu un échec dont tu peux nous parler et qui t'a appris des choses en particulier? À un moment donné, j'avais un peu toujours rêvé de travailler dans un groupe média et j'ai repris un groupe de presse informatique, le groupe Test, qui était un sujet très très dur. Parce que le groupe en était à son énième plan social, avec la difficulté de transitionner vers le numérique sur une presse informatique. Ça a été une expérience très difficile. J'ai trouvé ça très dur. En plus de devoir mettre à la porte finalement des gens qui étaient un peu vraiment mis de carrière et qui auraient du mal à retrouver du boulot. Ça a été une expérience très difficile et vraiment j'étais pas faite pour ça. C'est aussi ce qui m'a donné envie. Ça a été un moteur finalement. Bon, voilà, j'ai été une expérience très dure. C'est moi qui suis la dernière partie avec
dans le plan social. Donc voilà, donc j'avais fait le sale boulot et puis je partais à mon tour. Et ça m'a aussi montré que j'étais pas faite pour ça. Il faut se connaître. Et j'étais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus heureuse dans un job où j'aidais des gens à créer, à se développer. J'adore moi l'énergie créatrice, tu vois, l'énergie de la création d'entreprise, du développement. Voilà, je trouve que ça donne une énergie folle. Voilà, et j'étais pas faite pour de la restructuration, donc ça m'a appris et c'est ce qui m'a aussi donné le moteur de créer mon fonds, d'être indépendante. J'avais plus envie d'être dans un groupe. Je me dis, j'étais pas faite pour les grands groupes et j'avais plus du tout envie d'avoir les compromissions que on doit avoir. On fait des carrières dans des grands groupes, c'était pas fait pour moi. Et donc ça m'a donné, je dirais, le moteur et l'énergie de faire cette levée de fonds. Tu sais, mais c'est vrai que le premier, c'était vraiment difficile. Il fallait une énorme énergie de conviction et de persévérance. Et ça m'a donné, finalement, l'échec m'a donné cette énergie. Tout à l'heure, tu parlais de ta prof, celle qui t'a encouragée à faire une prépa. C'est quoi son prénom? Je me rappelle plus de son prénom, je me rappelle juste qu'elle s'appelait Mademoiselle Richerme. Madame Richerme. Mademoiselle. C'était une mademoiselle. C'est une mademoiselle. Non, mais elle doit être sûrement très âgée aujourd'hui, mais si jamais elle écoute Chance, je pense que je la remercie énormément de m'avoir ouvert voilà, sur des possibilités que je n'aurais jamais imaginées. Est-ce que donc c'était elle, la rencontre qui a marqué ta vie pro, ou est-ce que tu as d'autres personnes qui ont vraiment été des rencontres majeures? Alors comme je disais, moi j'ai pas eu beaucoup de rôle modèle parce que bon finalement je me suis lancée très tôt dans la tech au moment où tout le monde se lançait, hein, donc il y avait pas tellement de rôle modèle à cette époque. Après moi j'ai eu la chance de croiser Xavier Niel. Xavier Niel qui est une figure emblématique de la tech, fondateur de Free, et j'ai été au board de Free pendant 12 ans, donc j'ai vu la formidable d'administration de Free. Voilà, au conseil d'administration de Free pendant 12 ans, donc j'ai vu la formidable ascension de la société, et c'est vrai que c'est une des personnes qui m'a le plus marqué par voilà, à la fois son intelligence, son humour et aussi sa capacité à casser des codes, oui, à ouvrir des marchés et son habilité à toujours faire des choses simples. C'est intéressant d'avoir ton point de vue sur ces rencontres qui ont marqué ta vie pro, puisque finalement, d'un côté, Mademoiselle Richerme et Xavier Niel, qui est un exemple d'entrepreneur. Oui. Mais après, je pense que des rencontres, ça peut être des rencontres, là, voilà, c'est des rencontres structurantes, mais ça peut être aussi plein de petites rencontres qui changent les choses. Chaque jour, je dois faire je dois faire 10 introductions par jour. Je passe finalement énormément de temps à introduire les gens. Je trouve que, voilà, souvent, et c'est de l'intelligence collective que naît, voilà, des fois des projets, des coopérations, des partenariats, des ouvertures, etc. Et c'est vrai que le réseau, hein, et c'est pour ça que moi, je disais quand je suis rentrée dans ce monde du business, j'avais pas les codes, j'avais pas le réseau, et je l'ai construit mon réseau, mais c'est vrai que ça prend du temps, de l'énergie de construire son réseau, et quand on peut aider des gens à l'avoir, ça c'est une énorme voilà, chance dans sa vie, tu vois, de pouvoir être introduite à la bonne personne, et c'est souvent une introduction qui peut changer la vie de plein de personnes. Et d'ailleurs, tu avais signé notre appel solidaire qui s'appelait Provoquons la chance en janvier dernier. Merci encore d'avoir accepté de signer cet appel, puisque tu avais partie des premières personnes qui ont répondu positivement à notre demande, qui ont fait en sorte que ils signent cet appel qui joue contre le déterminisme du carnet d'adresse. Quand on a fait un projet construit, mais on n'a pas forcément le réseau ni le carnet d'adresse suffisant pour réussir à ne serait-ce décrocher un entretien, on a fait appel à des carnets d'adresse qui sont un peu plus fournis pour ouvrir des portes à ces profils-là. Et donc depuis, on est passé de 100 à 2000 personnes aujourd'hui qui font partie de la communauté pour faire en sorte que de plus en plus on réussisse à créer cette magie que tu as pu créer en ouvrant au quotidien ton carnet d'adresse. Je pense que c'est vraiment très utile parce que quand on regarde aujourd'hui les créateurs des fameuses startups dont on parle tout le temps dans la presse, ils sont encore très stéréotypés. On est encore beaucoup dans des jeunes hommes blancs issus de bonnes familles qui ont fait les bonnes écoles. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir s'adapter à une société qui est beaucoup plus changeante, pluridisciplinaire. Voilà, et je pense que voilà, c'est pour ça qu'il faut à un moment donné casser un peu ces codes de la société française. Absolument. J'avais
2 petites questions un peu plus personnelles pour finir. Et la première, c'est si tu pouvais choisir quelqu'un avec qui dîner ce soir, qu'il soit vivant ou mort, qui serait cette personne? Moi, je pense que je vais essayer de pas pleurer en le disant, mais je pense que je choisirais de dîner avec mon père ou ma mère, qui je les ai perdus très tôt, et donc c'est dur de se construire seul. Et ça a été peut-être le moment le plus difficile de ma vie. Tout le reste, je pense que c'est rien. Tous les sujets d'entreprise et tout, c'est rien, on les affronte. Donc j'aimerais dîner avec ma mère, j'aimerais lui présenter mes enfants, ça n'a pas que mes enfants, et j'aimerais lui montrer que finalement elle m'avait dit une chose, elle m'avait dit tu sais, dans la vie, il faut être indépendante, il faut être libre, et j'aimerais lui dire que j'ai eu la chance d'avoir la liberté de choisir de faire ce que j'aime. Très belle conclusion. Et que dirait Marie-Christine à Marie-Christine, de la petite fille de 8 ans? Alors elle lui dirait d'oser. J'étais une petite fille timide moi, et c'est finalement au fur et à mesure que j'ai pris mes marques, et mais je lui dirais d'oser, découvrir de nouvelles choses, d'oser. Moi vraiment, c'est d'avoir été dans la tech à un moment où je me rappelle tous mes copains de promo me disaient mais dans la pub sur internet, ça va pas marcher, tu devrais prendre le job hyper bien payé chez Coca, et à un moment donné, c'est oser aller dans des terrains vierges, oser défricher, oser vraiment faire ce que finalement on a au petit fond du cœur, la petite idée qui nous pousse, et on se dit non, je vais pas y arriver, etc. Je lui dirais d'oser de le faire, et bon, elle réussira peut-être pas, mais en tout cas elle aura osé le faire. Et en l'occurrence, tu as réussi à le faire, tu as réussi à oser et faire exactement ce que tu voulais, avoir la liberté dont on peut reconnaître que c'est un exemple de liberté pour les autres. Oui, et j'ai envie de continuer à oser de faire des choses. Et je ferai des choses qui marcheront pas, et je ferai des choses qui, j'espère, marcheront. Merci Marie-Christine. Merci. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires, et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.